Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonjour à tous, je suis Julien Tardif et je vous souhaite la bienvenue au podcast Le Match en main. Au menu aujourd'hui, je vais d'abord faire un petit retour, un petit bilan de la saison 2018 de l'Impact. Ensuite, je vais vous parler du mouvement Save the Crew. Je vais vous parler du FC Cincinnati qui fait son entrée dans la MLS en 2019. Je vais vous parler du repêchage de la Canadian Premier League qui a eu lieu cette semaine. Et finalement, mes petites prédictions pour les deux finales de conférence de la MLS qui auront lieu dans plus ou moins 2 semaines. Donc, je vais tout d'abord faire mon bilan, mon retour sur la saison 2018. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Comme vous le savez, le Cannes Football Club, par ses divers podcasts et les autres réseaux qui couvrent l'Impact de Montréal, ont déjà offert des bilans de la saison qui sont assez complets. Mais il reste certains points que je voulais soulever. La première chose que je voulais aborder, c'est évidemment Rémi Garde. Est-ce que les attentes qu'on avait placées en lui avant le début de cette saison ont été remplies? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au premier match au Stade olympique de la saison, le groupe de supporters des 1642 avait érigé un énorme tifo dans lequel il soulignait les grandes attentes qui venaient avec la nomination d'un entraîneur comme Rémi Garde. On le sait, il avait de l'expérience en Europe, en Angleterre comme en France, et il venait aussi avec un statut d'entraîneur désigné, au sens où Joey Saputo a sorti le chéquier pour s'assurer de faire venir Rémi Garde et son staff. Donc, on peut comprendre que les supporters avaient certaines attentes. Est-ce que celles-ci ont été remplies? Donc, la première chose à dire, c'est, je pense, est-ce que les attentes étaient réalistes? Est-ce que c'était réaliste de s'attendre à ce qu'un entraîneur qui débarque dans un nouveau club, dans une nouvelle ligue, avec un effectif qui ne connaît pas lui-même, d'une part, et d'autre part, qui a été reconstruit à près de 50%. Surtout un club qui venait de perdre, en Laurent Simon, un de ses leaders sur le terrain et dans la communauté. Je sais qu'on peut argumenter le niveau physique ou sportif de Simon où il en était rendu, mais là n'est pas réellement le point actuellement. Donc, est-ce que les attentes ont été remplies? Je pense qu'on peut dire que oui, à un certain point. Je pense que Rémi Garde a vraiment essayé de construire une structure, une idée de jeu. C'est ce qu'il nous avait promis lors de sa présentation et je pense que c'est ce qu'on a vu. On l'a vu dès le camp d'entraînement, là, essayer d'instaurer des idées, des préceptes chez les joueurs. Est-ce que ça a payé? Définitivement pas au début de la saison. Ça a été très, très, très difficile. Mais je pense que c'est là qu'on a vu l'une des principales forces de Rémi Garde, son pragmatisme. Je me rappelle qu'un des premiers textes que j'avais écrit sur Rémi Garde était justement sa volonté d'être pragmatique, puis il l'a clairement démontré. Il a mentionné en conférence de presse à sa sortie de la saison que tout le travail qui a été fait durant le camp d'entraînement avec Robert Duverne, ce qu'ils avaient préparé était peut-être trop grand, trop difficile, un trop grand écart avec ce que les joueurs étaient habitués. Donc, ils ont revu leurs attentes un peu à la baisse. D'une part. D'autre part, on le sait qu'ils voulaient avoir une idée de jeu qui était basée sur la possession, sur la construction. Il a essayé, ça n'a pas toujours fonctionné et on l'a vu parfois se retourner vers la contre-attaque, vers la fameuse stratégie montréalaise de on donne le ballon à Nacho, on ferme les yeux puis on croise les doigts. Non, j'en rajoute un peu, mais vous comprenez l'idée. En ce sens, je pense que les attentes qu'on a envers Rémi Garde, c'est difficile de totalement les analyser ou de totalement y répondre après une seule saison. Je pense qu'il faut se donner au moins 2 saisons. Les joueurs qui vont revenir pour la saison 2019 vont avoir eu déjà près de 12 mois de travail avec Rémi Garde, de compréhension de ce qu'il attend d'eux. Donc je pense que après une entre-saison, après une saison qui a eu des hauts et des bas, il n'y aura plus d'excuses de l'an prochain pour des joueurs qui ne comprennent pas leur rôle ou n'acceptent pas leur rôle. Donc en ce sens-là, je pense qu'il faut s'attendre à ce que pour 2019, l'Impact soit en mesure d'avoir un système de jeu qui est beaucoup plus basé sur la possession, qui est beaucoup plus efficace offensivement. On leur a souvent reproché ça cette saison, les rares fois où l'Impact était en mesure
d'avoir l'ascendant au niveau de la possession sur son adversaire. C'était souvent une possession qui était un peu stérile, en tout cas offensivement, qui se promenait de gauche à droite sans réellement être en mesure d'être dangereux en s'approchant de la surface ou sans même être en mesure de briser les lignes au milieu puis de créer des attaques plus directes peut-être. Donc je pense que c'est surtout à ce niveau-là en 2019 qu'il va falloir analyser tout ce que Rémi Garde aura été en mesure de créer ou en tout cas d'insérer dans le cerveau de ses joueurs, si on veut. Sinon, on avait beaucoup d'attentes également au niveau des jeunes. On a beaucoup parlé après la signature de Rémi Garde, qui avait été formateur à l'Olympique de Lyon, d'une part. D'autre part aussi que quand il avait finalement été nommé avec l'équipe première, qu'il avait fait un gros travail d'intégration des jeunes joueurs avec qui il avait travaillé durant plusieurs années. Ça nous donnait beaucoup d'espoir là, pour la fameuse Académie de l'Impact qui est considérée comme l'une des meilleures en MLS, certes, mais quand même, comme on le dit souvent, là, qu'il n'y a pas d'équipe réserve, donc qui bloque un peu le développement de ces joueurs-là arrivés à l'âge de 19 ans avant l'intégration en équipe première. Est-ce que donc, à ce niveau-là, on peut dire que les attentes qu'on a placées en Rémi Garde ont été remplies? Je pense que c'est à ce niveau-là que c'est un peu plus difficile. Je pense que c'était utopique de croire que Rémi Garde aurait le temps de non seulement s'occuper de l'équipe première, mais également apprivoiser la MLS et en même temps de réellement participer activement au développement des jeunes. Je pense que c'est arrivé plusieurs fois là, dans la saison que les meilleurs joueurs du U19 ou ceux qui le méritaient se voyaient invités à l'entraînement de l'équipe première. Puis je suis sûr que Rémi Garde a eu plusieurs discussions avec eux, a essayé de déterminer aussi c'était quel type de joueur, puis si éventuellement il pourrait en avoir besoin. Mais reste que, le rôle premier de Rémi Garde, et on l'a vu aussi dans les critiques qu'il a reçues, c'est définitivement de gagner des matchs, de se qualifier pour les séries, puis éventuellement de gagner le championnat canadien ou la MLS Cup. Le développement des joueurs, il n'y a pas réellement le temps de s'y impliquer. Donc, je pense que cette structure-là, si Rémi Garde peut parfois y ajouter son grain de sel, je pense qu'elle va passer par quelqu'un d'autre. Elle va passer par éventuellement le retour d'une équipe réserve ou en tout cas éventuellement une meilleure manière de donner du temps de jeu à ces joueurs-là qui finissent. Parce que justement, les produits de l'Académie cette saison, on a vu que Mathieu Choinière, définitivement, là, s'est gagné beaucoup de respect de la part des entraîneurs. Puis je pense qu'on peut comprendre beaucoup de choses là, du fait que le seul changement qui a été effectué par Rémi Garde dans le dernier match de la saison, que l'équipe devait absolument gagner pour demeurer en vie, c'était de faire entrer Mathieu Choinière. Je pense que ça démontre là, que on a de réels projets pour lui pour la saison 2019. Par contre, mis à part Mathieu Choinière, je dirais que ça a été un petit peu plus difficile à ce niveau-là. On a vu que Louis Bélangoyette a obtenu quelques minutes de temps de jeu sans réellement être en mesure de s'imposer. Encore une fois, là, les blessures ont été difficiles pour lui, de courtes blessures, mais toujours à des moments difficiles. Sinon, des joueurs un peu plus jeunes qui sont pas nécessairement issus du centre de formation comme Shamit Shomi ou Ken Kroliki, on sent qu'ils ont progressé sous Rémi Garde. Shamit Shomi on sentait qu'au début de saison, il était dans les bonnes grâces de l'équipe, mais rapidement, ça s'est un peu estompé et il a disparu. On sait toujours pas d'ailleurs s'il va être de retour l'an prochain. J'ose croire que oui, là, lui qui a encore fait un stage récemment avec l'équipe canadienne. Donc, ensuite, tout dépend de comment les choses se sont passées à Ottawa. Donc, nul besoin de vous rappeler là, que Rémi Garde ou le staff de l'Impact n'a pas réellement de contrôle sur comment les joueurs sont utilisés à Ottawa ou sur le temps de jeu qu'ils obtiennent, la position qu'ils jouent. Ce qui est difficile, on s'étendra pas trop sur le sujet. Donc, est-ce que Rémi Garde a permis aux jeunes de l'Académie de se surpasser ou de progresser d'une manière qu'un Mauro Biello, qu'un ancien entraîneur l'aurait pas fait? Je pense que c'est difficile de le démontrer cette saison, donc peut-être à ce niveau-là, les attentes ont moins été remplies. Après ça, encore une fois, là, je vous laisse soin de réaliser si cette attente-là était réaliste. Je crois personnellement que non, mais on s'y attendait tout de même. Un autre point intéressant que je veux souligner pour Rémi Garde, c'est, on l'a... ça s'est évacué rapidement en début de saison, mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des cas là...
où on parlait d'éthique de travail, d'habitude de travail avec l'Impact, que certains joueurs avaient pris peut-être des mauvais plis provenant des années précédentes où les demandes étaient moins élevées. Le fait qu'on n'en ait pas entendu parler plus loin dans la saison, je pense que c'est positif. Je pense aussi que la venue de grands professionnels comme Rod Fanny ou Bakary Sagna qui ont dû travailler très fort toute leur carrière pour jouer au plus haut niveau, je pense que ça ne peut qu'avoir un effet bénéfique et positif sur les jeunes joueurs, sur les autres joueurs autour qui, apprennent en regardant ces gars-là, puis imbibent aussi tout ce qu'ils peuvent de leur éthique de travail. Je pense qu'à ce niveau-là, Rémi Garde a réellement fait une différence cette saison. C'est toujours très, très, très difficile à évaluer précisément, mais je pense que c'est vraiment l'une de ses demandes premières envers ses joueurs, de travailler, de prendre soin de soi, de prendre soin de leur outil de travail au final, là, qui est leur corps. Je pense que ça a fait une différence, puis je pense aussi que les joueurs qui pour X raisons, là, n'ont pas été capables de suivre ce rythme-là ou n'ont pas voulu peut-être changer leurs habitudes. Je pense qu'ils sont tombés dans les mauvaises grâces du coach. Puis je pense qu'éventuellement, c'est des joueurs qu'on ne reverra plus à Montréal. Je pense que ça, c'est juste bénéfique pour la suite. Quand tu crées des précédents comme ça, quand tu forces les joueurs à suivre ceux qui travaillent le plus, à prendre en exemple ceux qui travaillent le mieux. Je pense que ça ne fait qu'influencer d'une part les jeunes joueurs qui vont intégrer l'effectif au fil du temps, mais d'autre part aussi les joueurs qui arrivent d'ailleurs en MLS, d'ailleurs dans le monde du foot, à suivre cet exemple-là. Et donc, comme je disais, à avoir de meilleures habitudes de travail. Je pense qu'à ce niveau-là, même si c'est difficile à évaluer, Rémi Garde aura répondu aux attentes. Donc, au final, Rémi Garde, en termes de coaching, est-ce que c'est une réussite en 2018? Je crois que oui. Je crois que ses idées de jeu, il s'est montré très pragmatique dans sa façon de les utiliser, de les mettre de l'avant. Je pense que 2019 sera l'année de confirmation, mais je pense qu'il n'y a pas de raison d'être déçu. En cette saison, tout le monde le disait au début de l'année qu'on s'attendait à une saison de transition. La deuxième moitié de saison nous aura permis peut-être d'y croire un peu. Je pense que c'est positif. Je pense que les joueurs apprennent plus quand les résultats sont positifs. Donc tout ça est très bien. Après, pour savoir si l'année 2018 aura totalement été utile, si elle aura été une année de transition, il va falloir, comme je le disais, confirmer en 2019. Je voulais vous parler aussi rapidement de Adam Braz, dont l'Impact a annoncé là, annoncé le divorce, si on veut, d'un accord commun, mais on s'entend que j'ai l'impression que c'est surtout le choix de l'Impact. C'est une décision qui est intéressante au sens où il y a eu plusieurs rapports différents à ce sujet. Je crois que c'est Jérémy Filosa qui a annoncé que ça faisait déjà un petit bout que l'Impact et Adam Braz savaient que le divorce était inévitable, ou en tout cas qui était proche. Même on dit que Adam Braz aurait peut-être contacté certaines autres équipes en MLS pour essayer de se trouver un emploi. Ce qui me ramène à la question que moi, personnellement, on a souvent présenté Adam Braz en tête de Turc un peu, ou sans réellement savoir c'était quoi son rôle, ou en tout cas on l'a limité à un rôle de capologiste où il s'occupait surtout des contrats puis de la convention collective, puis son rôle dépassait pas ou peu la calculatrice. Mais d'un autre côté, moi je lui ai imputé la venue de Quincy America et Michael Azira à la toute fin du mercato d'été. Et ça a été un succès, comme on le sait, là, pour l'Impact. Là, 2 joueurs qui ont été acquis pour presque rien et qui ont quand même fait partie du 11 partant pour la majorité de la deuxième partie de la saison. Mais quand même, avec ces informations-là, avec le départ d'Adam Braz, puis le fait qu'on dit qu'il aurait été moins impliqué depuis longtemps, est-ce que c'est réellement Adam Braz qui a fait venir ces joueurs-là? Est-ce que c'est pas plutôt Rémi Garde qui, en entendant quel joueur était disponible à droite, à gauche dans la ligue, a fait ses devoirs, a déterminé s'il pensait avoir besoin d'eux ou pas? Ce serait logique considérant que les rapports justement qu'on entend également sont surtout à l'effet que Adam Braz ne serait pas nécessairement remplacé par une nouvelle personne, que ses tâches seraient plutôt redistribuées à l'interne. Ces tâches plus administratives, là, comme on parlait, pourraient être gérées par Daniel Ponzi, notamment, comme le rapportait Nicolas Martineau. Et peut-être que les négociations avec les joueurs et le recrutement inter-MLS seraient à ce moment-là laissés à Rémi Garde, qui prendrait un petit peu plus de pouvoir. Donc, en ce sens-là, est-ce que les ajouts de America et de Azira étaient vraiment une décision ou un choix de Adam Braz, ou c'est vraiment totalement Rémi Garde qui en est responsable? Probablement un peu des deux, mais je pense quand même qu'on peut donner
donner du crédit à Rémi Garde là, pour ces deux acquisitions-là. Pour ce qui est du remplaçant d'Adam Brown, comme je vous disais, je crois pas totalement qu'on en aura un. Si oui, il faut pas s'attendre à un gros profil ou à un nom qui est totalement connu, mais à quelqu'un, je pense, qui va pouvoir répondre à un besoin spécifique de l'Impact. Ça va être à suivre. L'idéal, c'est sûr, là, si on se permettait de rêver en couleur, un gars comme Bezbatchenko à Toronto ou Bocanegra à Atlanta qui ont réellement été en mesure de faire des différences. Surtout des gars qui sont, oui, qui ont une vue à l'international, évidemment, notamment en Amérique du Sud, là, pour Bocanegra, on le voit faire des signatures toutes plus intelligentes les unes que les autres, mais également, qui ont une excellente connaissance là, de la MLS, de ses joueurs, des différentes équipes, des différents profils. Idéalement, c'est vraiment quelqu'un comme ça là, dont l'Impact aurait besoin. Et surtout, si jamais une embauche se ferait, là, j'ose croire que Joey Saputo la ferait en coopération avec Rémi Garde. Je pense que c'est important que le staff technique de l'Impact de Montréal soit tous sur la même longueur d'onde, qui vise les mêmes objectifs et à y arriver de la même manière. Donc voilà, mais retenez pas votre souffle, là, je m'attends pas réellement à ce que Adam Braz soit remplacé. Rémi Garde a aussi annoncé là, que certains joueurs de l'Impact avaient été relâchés. C'est particulièrement dommage, là, à mon avis, pour Kyle Fisher et David Choignard qui n'ont pas réellement pu se faire justice là, en 2018, les deux étant victimes de blessures qui les ont gardés à l'écart pour toute l'année. Je vous avoue que c'est les deux joueurs aussi que ça me surprend le plus. Je pense que David Choignard, j'avais l'impression qu'en tant qu'ailier offensif, là, il y avait réellement un avenir en MLS. Je pense que ce gars-là a un réel talent offensif. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec l'Impact. Probablement que peut-être que sa blessure cache certaines choses, ou à tout le moins Rémi Garde veut garder ses rôles offensifs pour des joueurs déjà plus aguerris, avec plus d'expérience. Donc ça pourrait expliquer là, le départ de Choignard. Pour ce qui est de Fisher, encore une fois aussi, peut-être que sa blessure là, cache certaines choses. Mais d'un autre côté, j'avoue être d'autant surpris que, c'est un joueur qui coûte pas cher, c'est un joueur qui est américain. C'est un joueur en défense centrale où, on le sait, l'Impact a un surplus de joueurs internationaux, donc aurait besoin d'un renfort américain, ou en tout cas qui prend pas de place internationale là, à ce poste-là. Donc voilà, je me dis, surtout aussi, on sait que Fisher avait, déjà dans le passé, remplacé comme latéral, donc il y a une espèce de polyvalence là, qui, je crois, aurait pu être utile à l'Impact. Après, ça va être intéressant de voir sur quoi est basée cette décision, c'est-à-dire, d'une part, où est-ce que Kyle Fisher va rebondir. S'il rebondit, peut-être que il y a certains éléments qu'on connaît pas, et surtout comment sa place dans l'alignement va être remplacée, c'est-à-dire est-ce que Thomas Meyer-Giguère, par exemple, va faire partie du groupe élargi dès la saison prochaine. On sait qu'il vient d'avoir 21 ans, donc c'est peut-être un peu jeune. Sinon, est-ce qu'on s'attend à faire l'acquisition d'un autre défenseur central? Ça va être très intéressant à suivre, là. J'ai hâte de voir ça. Il y a Louis Belangoyette également là, qui a pas été retenu pour la saison prochaine, l'ancien capitaine du FC Montréal. Il a joué à quelques reprises cette saison. Il a eu de la difficulté à réellement s'implanter dans l'effectif, à réellement trouver quel était son rôle exact. Est-ce que c'est une doublure à Samuel Piette? Est-ce que c'est une doublure à Safir Taider? Est-ce qu'il y a cette possibilité offensive de briser des lignes vers l'avant? Il n'a jamais réellement pu le démontrer. Là, puis c'est sûr que d'être limité à une dizaine de minutes à droite à gauche, ça rend la tâche compliquée. Mais je suis pas inquiet là, pour Belangoyette, même si ça se termine rapidement avec l'Impact. Je suis sûr qu'on va le revoir rebondir possiblement en USL avec une équipe comme Ottawa ou même dans la Canadian Premier League. Finalement, on a parlé aussi de Michael Salazar qui sera pas de retour. Lui, je trouve son cas particulièrement intéressant parce que, évidemment, je pense pas que c'est le style de joueur qui cadre exactement avec Rémi Garde. Il a parlé souvent de sa volonté d'avoir des joueurs là, qui ont 4 poumons, qui sont capables d'être très physiques, d'être très intenses, d'être en course pratiquement constante. Salazar est vraiment un joueur très physique, très, très, très grand, très gros, très imposant, on pourrait dire.
qui a vraiment disparu là, dès la suite du camp d'entraînement. Il a jamais réellement été dans les plans. Puis je me demandais, Rémi Garde a parlé dans une conférence de presse d'un joueur avec qui il avait eu un désaccord ou même un manque de respect, je pense qu'il a été jusqu'à dire, en nommant d'ailleurs que c'était pas Jackson. Beaucoup ont fait lien direct avec Raheem Edwards à cause de son échange et tout, mais je me demande si ce ne pourrait pas être, par exemple, un gars comme Michael Salazar. Comme je vous dis, là, il y avait un certain potentiel offensif quand même là, pour Salazar, ou en tout cas un potentiel physique qui fit avec la MLS, surtout dans un contexte où l'Impact avait absolument aucun attaquant qui faisait le travail, vous me comprenez bien. Et Salazar n'a jamais été même mentionné ou dans les plans de près ou de loin. Donc je me dis, c'est peut-être avec lui qu'il y a eu l'altercation, mais là, je m'éloigne un peu et je fais de la supposition. Donc prenez pas ça pour du cash, mais ça vaut quand même la peine de se poser la question. Rapidement, là, je veux vous parler de quelques surprises et de quelques déceptions suite à cette saison 2018. Je ferai pas le tour de l'alignement au complet. Vous savez, là, pour la plupart, ce que je pense des cadres de cette équipe, de ceux qui seront assurément de retour. Des surprises, la première, je veux parler de Daniel Lovitz. J'ai été parfois dur à son endroit, c'est-à-dire surtout l'an dernier quand il a été nommé le défenseur de l'année avec l'Impact, où j'avais l'impression que, des fois, il y a certaines carences défensives, je trouvais qu'il y avait une difficulté à réellement appuyer l'attaque, à développer quelque chose avec Nacho Piatti. Puis, ce que j'ai mentionné souvent, c'est que je voyais mal comment une équipe pouvait être gagnante, d'une part, de se positionner en série MLS, d'autre part, de viser la coupe avec Daniel Lovitz comme partant. Et je fais mon meilleur culpa. Lovitz m'a complètement fait mordre la poussière, si on veut. Il a connu vraiment une belle campagne, une campagne très honnête. Il a justement réussi finalement à développer ce lien-là avec Piatti sur la gauche, qui leur a permis de combiner à certaines reprises. Surtout, ses grandes capacités physiques lui permettent là, de courir le terrain de haut en bas pendant 90 minutes, ce que Rémi Garde va constamment demander à ses latéraux. Il faut s'en souvenir. En début de saison, il a été solide offensivement. Là, il a servi beaucoup de bons centres dans la surface qu'on lui connaissait pas. Ça s'est calmé un peu par la suite, mais c'est quand même quelque chose qu'il a réussi à développer. Donc on peut s'attendre là, surtout à ce que sa progression peut-être même continue parce qu'on s'attendait à ce qu'il ait plafonné. Et il s'est réellement amélioré là, dans cette saison. Donc je pense que c'est assurément un joueur qui va être à surveiller pour la suite. Il gagne moins de 100 000 $. L'Impact a une année d'option pour lui l'an prochain. On s'entend qu'elle risque fortement d'être activée. Ensuite, ce sera à voir pour la suite. Là, dans le pire des cas, je pense que Daniel Lovitz peut demeurer un joueur très, très, très utile pour une équipe, même en termes de profondeur. Donc, même s'il venait à perdre sa place de partant, c'est exactement le genre de joueur dont une équipe MLS a besoin, là, je pense, sur le banc ou pour les rotations d'effectifs. Donc, une très belle saison pour Daniel Lovitz. Puis c'est sans parler là, de son fameux but gagnant à la 91e minute contre le Fire de Chicago en fin de saison. Un des beaux moments de cette saison au Stade Saputo. Pour rester encore dans la défense, une autre surprise, c'est Jukka Raitala. On se souvient là, de son acquisition avec Raheem Edwards dans l'échange de Laurent Simon. À ce moment-là, disons que les mots employés pour décrire Raitala n'étaient pas les meilleurs parce que les gens étaient très émotifs de perdre leur général Laurent Simon. Mais Raitala, c'est vraiment, vraiment montré efficace et surtout utile pour l'Impact. Il a été vraiment cette espèce de héros obscur dont personne ne parle réellement, mais qui est tout le temps là, qui est bien positionné, qui fait son travail sans flafla, qui fait ce qu'il a à faire. Il a joué cette saison comme défenseur central, où c'est probablement là qu'il a été le plus efficace d'ailleurs, même si c'est pas sa position naturelle. Il a joué comme latéral droit, il a joué comme latéral gauche. Un joueur très important là, pour l'effectif de Rémi Garde. À terme, quelle est sa réelle position? C'est une bonne question parce que Raitala, comme je disais, a été plus efficace en défense centrale. On le dit normalement un latéral gauche. En fait, c'est là qu'il jouait à Columbus. Il joue latéral gauche ou droit là, avec l'équipe nationale de la Finlande quand il est convoqué. Mais je dirais que dans le style de jeu de Rémi Garde où les latéraux, comme je disais, sont très impliqués offensivement puis doivent appuyer l'attaque et surtout y jouer un rôle. Là, c'est moins sa tasse de thé un peu, c'est moins sa force. Là. C'est pas un gars qui centre beaucoup, c'est pas un gars qui va faire d'énormes courses vers l'avant. En même temps, il a pas joué là, de façon constante à ce poste-là avec l'Impact, donc c'est difficile de totalement analyser ce qu'il peut donner à cette position-là. Mais ça va quand même intéressant de voir,
ou Rémi Garde compte l'utiliser s'il est de retour la saison prochaine. Si on veut le voir, là, défense centrale, encore une fois, ça fait beaucoup d'internationaux qui sont à cette position-là. Donc, est-ce que moi, j'aimerais beaucoup revoir Raitala l'an prochain? Sur le 11 partant, pas nécessairement, mais c'est assurément un joueur là, qui va accumuler beaucoup de minutes durant une saison. Mon autre surprise, vous n'en serez pas surpris, c'est évidemment Evan Bush. Comme je vous disais que le Vitz s'était beaucoup amélioré en 2018 alors qu'on pensait que sa courbe de progression était probablement atteinte. Evan Bush, vraiment la même chose. Il y a eu une saison très très difficile en 2017. C'était l'une des premières choses qui a été demandée à Rémi Garde quand il a été nommé. Qui est ton gardien partant? Puis bon, il avait nommé Evan Bush, tout le monde était un peu déçu, on attendait quand même de voir ce que Joel Batz pourrait faire avec lui. Puis bon, je veux quand même, oui, c'est assurément que Joel Batz a eu une grande influence sur le jeu de Bush, mais faut rendre à César là, ce qui revient à César. Evan Bush, c'est un gars qui travaille extrêmement fort depuis longtemps, un gars qui est avec l'Impact depuis avant la MLS, qui a vraiment travaillé pour obtenir finalement le poste de numéro 1, qui a réussi à gagner depuis quelques saisons. Donc, il faut vraiment là, saluer son travail, je pense, puis sa détermination. Puis c'est vraiment un exemple. Là, aussi, c'est un gars qui est très professionnel, qui de plus en plus adopte un rôle de leader avec l'Impact. Donc à ce niveau-là, j'espère vraiment que Evan Bush, on sait là, qu'il doit négocier un nouveau contrat. Il a mentionné le fait que c'était difficile pour lui là, de toujours être à coup de contrat d'un an. Il aimerait avoir une certaine stabilité. Il a quand même dépassé la trentaine, donc c'est une question quand même qui est plus complexe pour l'Impact. Mais bon, on peut s'assurer d'une chose, sans Evan Bush, l'Impact n'aurait même pas été dans la discussion là, pour les séries de fin de saison. Il a commis quelques erreurs comme il en commet tout le temps, notamment là, il y a une nulle à Portland que tout le monde se souvient qui est bon sa faute, que l'Impact aurait dû avoir les 3 points. Aussi, il va falloir qu'il continue à travailler son jeu de pied, là, beaucoup de relances un peu imprécises. Mais bon, au-delà de ça, sur le reste de son jeu, sur son positionnement, sur son intelligence dans ses sorties, surtout, rappelez-vous comment on criait sans cesse, on décriait les sorties de Bush l'an dernier. Ça a été beaucoup moins le cas cette saison. Donc, une belle progression pour Evan Bush et une belle saison pour lui, en espérant qu'il va être capable de construire là-dessus pour la saison prochaine. Sinon, donc, je vous parle de 3 surprises. Je vais vous parler également de 3 déceptions. La première, pour moi, j'ai pas le choix d'y aller avec Anthony Jackson. On a vu là, lui aussi dans sa conférence de fin de saison, la voix un peu cassée, les yeux rougis. Il était très déçu du déroulement de cette saison-là. On le sentait dans ses paroles, dans sa voix. Il est demeuré par contre là, très respectueux envers l'équipe, envers Rémi Garde, envers ce qu'on attendait de lui. Et il reste que, tu sais, il y a une phrase là, qui a été beaucoup ressortie par plusieurs, mais quand Jackson dit après la saison 2017 qu'il avait connue, il se serait attendu à recevoir un peu plus de l'équipe. Ben là, c'est probablement là où ça cause problème avec Rémi Garde. Rémi Garde a d'ailleurs mentionné que selon lui, surtout pour un nouvel entraîneur qui arrive, pour lui, les joueurs ne peuvent pas s'attendre à ce que l'équipe leur doive quelque chose. Ils doivent le mériter, ils doivent aller le chercher, ils doivent le gagner. C'est malheureusement pas ce qu'Anthony Jackson a fait cette saison. Les rares fois où il a obtenu du temps de jeu, là, on l'a pas senti impliqué, on l'a pas senti avec cette volonté de faire le petit effort de plus qui ferait la différence ou qui ferait tourner les têtes, ce qui a fait le succès de Quincy Américo en fin de saison. Je pense que Jackson aussi là, est vraiment mûr pour un nouveau départ ailleurs. Il y a eu des rumeurs là, avec Stade de Brest en Ligue 2 au mercato d'été. Je pense que ça lui aurait fait du bien. Je pense que même lui, à un certain moment, là, se voyait ailleurs. Il voyait qu'il était un peu dans un cul-de-sac à Montréal. Aussi, le fait qu'on parle souvent de cette volonté de voir des joueurs montréalais, des joueurs homegrown percer avec l'Impact puis faire partie intégrante de l'équipe. C'est bien pour les supporters, mais des fois, dans un cas comme Anthony Jackson, peut-être que le mieux pour lui serait justement d'être ailleurs. Peut-être que le fait d'être près de sa famille, de ses amis, dans une ville comme Montréal où bon, on pourrait dire qu'il est ce qui se rapproche là, un peu d'une vedette à Montréal. On sait que c'est un gars qui aime la fête, qui aime les soirées, donc tout ça mixé ensemble a fait que cette saison a été un peu un désastre pour lui, là. Il n'a pas été en mesure de pousser au second niveau là, ses habitudes de travail, ses éthiques de travail. Puis comme j'en parlais d'entrée de jeu, quand le reste du groupe pousse vers le haut, celui qui
non seulement ne pousse pas, mais tire un peu vers le bas, ben tôt ou tard va se faire larguer. Je pense malheureusement c'est ce qui est arrivé avec Anthony Jackson. On lui souhaite quand même le meilleur. Je pense que l'idéal pour lui, là, ce serait de se trouver un transfert, idéalement pas gratuit pour l'Impact, là, une coupe de centaines de milliers de dollars vers une équipe de Ligue 2 où il pourrait retrouver sa confiance, marquer des buts, se créer une nouvelle identité là-bas. Puis je suis sûr, je suis pas inquiet pour lui. Il a un talent de marqueur naturel, ce gars-là. Malheureusement, ça marche plus à Montréal, mais je suis sûr que ça peut fonctionner ailleurs. Rapidement, je veux parler aussi de Jason Vargas, qu'on attendait là, avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Un joueur dont le transfert initial est toujours pas clair, qui avait été acheté par le FC Montréal, peut-être par Bologne. En fait, bon, il s'est retrouvé à Montréal cette saison. Jamais vraiment été en mesure là, de trouver son rôle. Est-ce que il a eu ses meilleurs moments en fait quand il jouait comme attaquant, même si c'était néfaste, je dirais, pour le reste de l'effectif ou pour le reste de la construction du jeu quand il se retrouvait comme attaquant, parce que c'est un gars qui fait pas de course, qui attend, comme nous dirait Nilton, là, il attend le coup franc pour essayer de le mettre. Il a quand même réussi à marquer 4 buts là, avec le peu de minutes qu'il a obtenu. C'est dommage, je trouve, là, qu'il n'ait pas été en mesure de réaliser peut-être l'urgence que tous les autres joueurs de l'effectif passaient devant lui, d'être capable de se trouver un rôle, que ce soit comme milieu offensif, comme ailier. Ce gars-là a définitivement des capacités foot là, très, très, très développées. Malheureusement, lui aussi, là, au niveau de l'éthique de travail, des habitudes de travail, il y a quelque chose qui semble difficile à passer. Il a jamais réellement non plus trouvé sa place, peut-être non seulement là, dans le 11 partant, mais aussi peut-être dans le groupe de l'Impact. Je sais pas s'il se plaît totalement à Montréal, s'il se sent à sa place. Donc je pense que l'Impact devrait regarder les options là, s'il est possible de le transférer ailleurs. Peut-être même intra-MLS, pourquoi pas. En tout cas, s'il y a un quelconque montant de transfert à aller chercher avec Jason Vargas, là, je crois pas qu'il soit réellement dans les plans de Rémi Garde, donc ce serait une solution à étudier. Une autre de mes déceptions pour cette saison, c'est évidemment en fait, je pourrais carrément nommer le duo de latéraux droits qu'on avait avant la venue de Bakary Sagna. Petrasso a démontré vraiment de belles choses là, dans le camp d'entraînement. Il était très offensif, il était porté vers l'avant, il cherchait vraiment à combiner avec l'ailier, à couper surtout vers le centre. Puis, mais on a absolument pas vu ça du tout durant la saison. Puis les rares moments où il a démontré quelques aptitudes offensives, là, c'était complètement une passoire derrière. Il est encore relativement jeune, c'est un joueur canadien. Peut-être que je lancerais pas nécessairement la serviette. Là. Tout dépend de son attitude, lui aussi, puis de la façon qu'il accueille le projet de Rémi Garde. Voilà, je pense que Petrasso, par contre, à moins qu'on s'attende là, d'un changement miraculeux comme ça a été le cas pour le Vite cette saison, je pense pas qu'on peut compter sur lui pour jouer beaucoup de minutes l'an prochain. Même Chris Duval, donc, là, que j'avais personnellement beaucoup aimé en 2017, j'étais content que l'Impact lui offre un nouveau contrat, a vraiment jamais été en mesure là, de s'habituer à la manière de jouer de Rémi Garde. Dès le camp d'entraînement, en fait, lui semblait complètement perdu sur le terrain, semblait avoir perdu ses repères. Il a pu profiter un peu là, de quelques minutes de jeu quand Petrasso était clairement plus de calibre et que l'Impact se cherchait une solution comme latéral droit. Mais bon, tout ça aussi coïncide avec la première moitié de saison de l'Impact où, bon, j'ai pas besoin de vous rappeler que les résultats étaient très, très, très décevants. Donc Duval, là, je sais pas exactement ce qui peut expliquer son incapacité à s'intégrer à l'effectif, au système de jeu de Rémi Garde. Peut-être que c'est un latéral qui est moins habitué de jouer comme ça. Pourtant, ses meilleurs moments ont été en 2017, là, quand il se portait vers l'avant, quand il n'hésitait pas à centrer le ballon vers la surface puis à combiner avec son ailier droit. Donc bon, c'est une saison à oublier pour lui. Moi, c'est un joueur que je détesterais pas revoir l'an prochain. C'est un gars avec une belle attitude, c'est un gars brillant aussi, intelligent, qui comprend là, que s'il n'est pas à son meilleur, ben il n'y aura pas de temps de jeu. Donc je pense qu'en ce sens-là, c'est un grand travaillant aussi. Dans ce sens-là, il peut trouver une manière là, d'être utile au groupe en demeurant dans les 23, mais évidemment, c'est pas un joueur sur qui on peut compter comme partant. Bon, mon dernier point là, mon petit bilan de cette saison 2018, je vais vous parler de la situation des gardiens. Je vous ai dit ce que je pensais d'Evan Bush, tantôt qui a connu une belle saison, qui évidemment, puis Rémi Garde l'a confirmé, se mérite le poste de partant pour la prochaine saison. Mais il y a le cas très intéressant là, de Maxime Crépeau qui a absolument tout raflé à Ottawa cette saison, le record de blanchissage nommé sur le 11 de la Ligue et
fraîchement nommé gardien de l'année en USL. Donc évidemment, là, on sent aussi que Crépeau ne se voit plus en USL. Il a accepté cette saison-là de descendre, si on veut, d'aller dans cette ligue-là, de démontrer ce qu'il était capable de faire, et il le fait brillamment. Il est encore sous contrat avec l'Impact pour l'an prochain. Par contre, le pont semble un peu brûlé là, entre les deux camps. Crépeau a dit que il n'a pas eu beaucoup de contact avec l'Impact durant la saison. Il a aussi dit que Rémi Garde n'aurait pratiquement jamais regardé ses matchs. Ce qui est quand même une déclaration... une déclaration que j'aurais peut-être pas fait. C'est-à-dire, là, il est encore sous contrat avec l'Impact. Puis... l'idéal pour l'Impact, si on fait abstraction de ça, de cette relation difficile entre Crépeau et l'organisation, l'idéal serait définitivement d'avoir Maxime Crépeau derrière Evan Bush en lui promettant peut-être 4-5 matchs, ceux qui sont 2 fois dans la semaine, et le championnat canadien, puis en disant à Evan Bush, bon, regarde, t'as la pression du jeune qui vient, puis si jamais t'as des mauvaises performances, ben c'est lui qui va jouer. Je comprends là, que c'est définitivement pas ce que voudrait Maxime Crépeau, mais ce serait tout de même là, l'idéal pour l'Impact. Après, les circonstances font que je doute fort que Maxime Crépeau soit de retour. Je pense qu'il y a une autre équipe en MLS qui va être prête à lui donner sa chance. Pourquoi pas une équipe comme Cincinnati qui rentre dans la ligue? Je sais qu'ils ont déjà un bon gardien là, quand même de la USL. Mais bon, un gars comme Maxime Crépeau pourrait ne pas coûter très cher d'ailleurs là, pour une équipe de la MLS. Sinon, l'autre choix serait peut-être un retour à Ottawa, ou s'il est en mesure là, d'avoir des belles options en Europe. Je lui souhaite. Ultimement, la Canadian Premier League pourrait être quelque chose là, pour Maxime Crépeau, qui pourrait avoir un beau contrat dans cette ligue-là, qui pourrait devenir un gros nom de la ligue. Puis bon, à sa première année d'existence, là, qui pourrait définitivement être un des meilleurs gardiens. Mais ça pourrait être considéré comme un step back là, après avoir été nommé gardien de l'année en USL. La suite logique demeure d'aller en MLS. Puis comme je vous disais, bon, je serais pas surpris que quelqu'un lui donne sa chance comme numéro 1. Sinon, je souhaite vraiment qu'il accepte là, de jouer une autre année le rôle de seconde derrière Evan Bush, peut-être dans l'optique là, que les rôles soient inversés ensuite en 2020. Crépeau, je pense que c'est un gars d'ici qu'on aimerait beaucoup conserver dans l'organisation. Ce serait dommage de le perdre, d'autant pour rien. Donc, voilà. Sinon, pour derrière, là, on sait que Clément Diop, possiblement qu'il ne sera pas de retour. Bon, il a pas mal fait en championnat canadien. Il a pas gagné les matchs à lui tout seul non plus. Loin de là, d'ailleurs. Donc voilà, je pense que ce serait pas nécessairement une grosse perte. Je suis sûr qu'il va pouvoir rebondir à quelque part, là, que ce soit en MLS ou en USL. James Pantemis est considéré comme le gardien d'avenir par l'Impact, donc je pense qu'il est temps de le faire monter un peu dans la hiérarchie. Même si Crépeau venait à ne pas revenir et que Diop n'était plus là, moi je serais d'avis que Pantemis pourra obtenir le championnat canadien. Il faut là avoir le réflexe de donner une chance à ces jeunes joueurs-là de démontrer ce qu'ils sont capables. Donc Pantemis, là, qui soit là comme 2 ou 3e gardien, j'aimerais beaucoup le voir obtenir quelques minutes, au moins qu'on sache ce qu'il y a dans le ventre pour la prochaine saison. Finalement, il y a Jason Beaulieu à 24 ans. Je sais pas si l'Impact va le conserver dans son effectif. Là, je trouve que ça commence à faire beaucoup de gardiens. Évidemment, le Joel Batz peut leur permettre de progresser, mais quand même. Je vois moins aussi là, à son âge, Beaulieu, sa progression est peut-être moins là. Et lui qui joue dans le réseau universitaire américain avant. Peut-être que c'est exactement le genre de candidat, là, justement, comme je parlais, qui pourrait se trouver un beau poste en Canadian Premier League et faire une belle carrière là. Mais je pense qu'il n'y a pas réellement d'avantage pour l'Impact là, de le conserver dans ses rangs. Donc oui, la situation est un peu délicate avec 5 gardiens sous contrat. Je pense pas que ça va être encore le cas au début de la prochaine saison. Je pense que l'idéal serait d'en garder 3. Là. Bush, Crépeau, Pantemis serait amplement suffisant. Mais la logique veut que Crépeau sera échangé ou vendu ailleurs. Puis bon, si ça arrive, on va lui souhaiter la meilleure des chances. Donc voilà, c'était ça pour mon bilan de la saison podcast. Vous pouvez toujours aller lire là, mon bilan que j'ai écrit la semaine dernière sur le danslescoulisses.com. Et voilà, on est prêt pour la suite. Voilà, donc vous le savez, en 2019, la MLS va passer à 24 équipes avec l'arrivée du FC Cincinnati,
qui arrive depuis la USL où elle est depuis plusieurs années, puis où elle remplit son stade match après match malgré le fait que ce soit pas la première division. Donc je pense qu'en ce sens-là, c'est une belle nouvelle pour la Ligue, d'autant que ça va rééquilibrer les deux conférences là, qui vont être exactement 12 équipes. Le FC Cincinnati a annoncé cette semaine, dévoilé en fait son nouveau logo, que personnellement je trouve très beau. On revoit le nom de l'équipe avec le FC Cincinnati, avec leur logo qui est un lion. Ils parlent d'une influence surtout germanique. Ils mettent beaucoup l'accent sur leur couleur bleue et orange. Un très beau logo là, que j'ai hâte de voir dans la MLS. La prochaine étape importante là, pour le FC Cincinnati, d'une part pour la Ligue aussi, après la finale de la MLS Cup, c'est évidemment le Expansion Draft qui va avoir lieu le 11 décembre. Comme les dernières équipes, le FC Cincinnati va pouvoir choisir 5 joueurs à travers la Ligue qui n'auront pas été protégés. À noter là, que l'équipe, le Cincinnati peut seulement prendre un joueur par équipe, et comme il y a eu un repêchage d'expansion aussitôt que l'an dernier par le LAFC, la Ligue a annoncé que les équipes qui ont vu un joueur sélectionné l'an dernier, donc Columbus, Seattle, Toronto, Kansas City et San Jose, sont déjà protégés, c'est-à-dire que Cincinnati ne pourra pas sélectionner un de leurs joueurs. Par contre, ils pourront sélectionner un des joueurs du LAFC. À noter que la Ligue, là, comme le Cincinnati a un plus petit bassin de joueurs pour sélectionner avec cette règle-là, la Ligue a annoncé qu'il allait leur donner un peu plus d'argent d'allocation que ça avait été fait pour le LAFC. Donc ça va être très 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 intéressant à suivre. Rappelez-vous l'an dernier, là, le LAFC n'a pas nécessairement construit son alignement en fonction de ce repêchage-là. Pensons à l'échange de Laurent Simon là, contre 2 joueurs qui avaient été repêchés. Mais du côté de l'Impact, là, ça va être intéressant de suivre quels 11 joueurs vont être protégés. Est-ce qu'il y a des joueurs comme Jackson ou Vargas, dont on a l'impression qu'ils ne sont plus nécessairement dans les plans de l'équipe, vont être laissés libres pour être sélectionnés? Ça va être très, très, très intéressant à suivre. Surtout, je vous parlais là, de la différence avec le LAFC. Pour le FC Cincinnati, ce repêchage-là devrait être très, très, très important, en ce sens qu'ils ont déjà annoncé là, qu'ils n'auraient pas de nouveaux joueurs désignés pour la prochaine saison. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'acquisition de Fernando Adi plus tôt dans l'année, mais ça devrait être leur seul gros nom à suivre l'équipe en MLS, d'autant qu'il y a 8 à 10 joueurs là, qui sont actuellement avec l'équipe en USL qui devraient poursuivre l'aventure en MLS. Donc je pense que les 5 joueurs qui vont aller chercher dans ce repêchage d'expansion-là vont être 5 joueurs qui vont être appelés à avoir un rôle important avec l'équipe dès la prochaine saison. Par contre, il faut mentionner que le fait qu'ils annoncent qu'ils n'auront pas de joueurs désignés, ou en tout cas qu'ils n'auront pas d'autres annonces de gros joueurs, est un peu inquiétant. Pas inquiétant dans le sens qui seront mauvais, mais bon, on sent que c'est plus une équipe là, qui va se rapprocher du Minnesota United là, plutôt que de Atlanta, NYCFC ou le LAFC qui sont les dernières équipes à avoir intégré la Ligue avec Orlando. Donc ça va être à suivre, là, mais j'espère que le FC Cincinnati va être en mesure d'être une équipe compétitive là, assez rapidement. D'autant, et ça m'amène à mon prochain sujet, qu'avec l'annonce de l'arrivée du FC Cincinnati et du fait que le Crew de Columbus va demeurer à Columbus, on va avoir quand même 2 équipes en Ohio, qui est un petit état américain, donc c'est relativement surprenant. Quand même, je voulais vous parler là, finalement du mouvement Save the Crew qui a finalement gagné puis qui permet à son équipe de demeurer à Columbus. Ça a été annoncé là, au début du mois d'octobre, mais je trouve que ça a été un sujet qui a été évacué assez rapidement. Donc, je voulais revenir un peu sur le sujet, surtout d'autant que je trouve ça très intéressant. On sait là, que la MLS vise vraiment là, son marketing, puis sa façon cherche à ancrer ses équipes dans la communauté. On est vraiment, je vous en ai déjà parlé dans un podcast précédent, mais on est un peu en contradiction avec cette espèce d'idée qui était là au début de la MLS de placer les équipes un peu plus en périphérie, là, à Frisco, à Dallas, à Foxborough en Nouvelle-Angleterre, etc. Mais bon, ancré dans la communauté, qu'est-ce que ça signifie? Le mouvement Save the Crew, justement, nous en a appris beaucoup à ce niveau-là. Je pense qu'être ancré dans la communauté, ça dépasse le fait de se rendre au stade, de boire de la bière durant les matchs, d'agiter des drapeaux, de sauter et chanter. On parle vraiment de comme créer un lien qui est vrai, qui est fort entre l'équipe et les partisans. Quelque chose qui a une importance pour ces partisans-là, qui dépasse le fait de la victoire ou de la défaite, mais qui est vraiment un lien d'appartenance.
D'ailleurs, c'est un peu ironique, puis c'est vraiment loin d'être idéal, mais on réalise avec le mouvement Save the Crew puis tout ce qui s'est passé qu'au final, la meilleure façon de réellement ancrer, ou en tout cas une excellente façon d'ancrer une équipe dans une communauté puis d'y dessiner vraiment une appartenance profonde, c'est de les menacer, de leur enlever leur équipe. On sait que les partisans, dès le moment où ils ont réalisé qu'ils étaient sur le point de perdre cette équipe-là, ils ont vraiment mis de l'avant l'idée que oui, même si c'est Anthony Precourt qui était le propriétaire de l'équipe, que c'est lui qui a racheté une équipe qui allait vraiment mal en 2012, il a investi beaucoup d'argent dedans, il a amené des joueurs, il a amené Berhalter, que cette équipe-là, au final, avec le temps, elle est devenue quand même beaucoup plus une propriété de la communauté d'une manière ou d'une autre, que les partisans se sont réellement appropriés les couleurs jaune et noir, le logo, puis sont devenus un peu l'âme de l'équipe, au même titre que les joueurs, puis selon eux, selon leur vision des choses, à un titre supérieur en fait à Anthony Precourt. Le reste de l'histoire est quand même un peu chanceux c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qui ont permis à cette communauté-là de conserver leur équipe. Il y a une loi en Ohio qui affirme qu'une équipe sportive qui utilise des fonds publics d'une manière ou d'une autre, par exemple via le stade, elle doit absolument donner un préavis d'au moins 6 mois avant de déménager, ce que Precourt avait pas totalement fait. Surtout, l'État a entendu donc les doléances des partisans à ce sujet-là, mais le procureur général de l'État d'Ohio se présentait comme gouverneur aux dernières élections de mi-mandat. Donc lui, il est pas fou, il a entendu les doléances de la communauté, donc il a entendu les gens se plaindre puis vouloir conserver leur équipe. Donc il s'est vraiment offert à protéger les intérêts de l'équipe, en tout cas au niveau légal, puis à essayer d'une certaine manière de mettre des bâtons dans les roues de Precourt. Mais la mobilisation des citoyens s'est pas arrêtée là. Ils ont fait le tour de tous les commerces, petits et gros, partout en Ohio, à Columbus, mais aussi dans les alentours, puis ils ont reçu un appui ferme et clair de 350 commerces qui, d'une façon ou d'une autre, allaient supporter le Crew s'il restait. Ils ont même réussi à convaincre les gens de faire des dépôts d'argent pour l'achat de billets de saison dans l'optique d'un nouveau propriétaire que, je vous le rappelle, n'était pas encore connu à ce moment-là. T'sais, pendant des années à Columbus, il parlait de cette volonté ou de cette difficulté à atteindre le chiffre magique de 10 000 abonnés de saison. D'ailleurs, c'est un chiffre qui devrait peut-être vous dire quelque chose. Puis avec toute cette mobilisation-là, ils ont réussi à atteindre 12 000 certains abonnés de saison, certains packages là, multi-match avec des dépôts d'argent. Pendant que tout le monde, moi y compris, je vous avoue, on voyait déjà le club à Austin, mais t'avais cette mobilisation citoyenne qui s'effectuait puis qui a fini par mettre une pression vraiment, vraiment forte. Non, oui, d'une part sur la MLS, mais pas tellement, surtout sur la communauté de l'Ohio. Finalement, c'est justement le propriétaire des Browns de Cleveland, également en Ohio, deux propriétaires, en fait, Ginny et Dee Aslam, qui se sont associés avec Pete Edwards, qui est une figure très connue à Columbus, puis qui est le médecin de l'équipe depuis ses tout débuts en 1996. Ils sont associés ces trois-là pour racheter l'équipe à Precourt et finalement donc la garder à Columbus. C'est vraiment Edwards qui est mis de l'avant. Les propriétaires des Browns ont surtout fait un investissement financier et social, on pourrait dire, parce que éventuellement, ils feront pas nécessairement beaucoup d'argent là-dessus, mais il y avait une volonté là, de répondre aux doléances du public. Tout ça fait en sorte que, je pense que cette mobilisation citoyenne-là, cet ancrage du Crew dans la communauté est vraiment ce qui leur aura permis là, de réussir à contourner ce que tout le monde pensait puis à demeurer à Columbus. C'est une belle réussite en soi, mais c'est quand même quelque chose qui va devoir se poursuivre. C'est-à-dire en 2018, le Crew était bon dernier dans la ligue là, au niveau des assistances. Il y en a beaucoup qui disent que les gens choisissaient de pas se déplacer pour ne pas donner d'argent dans les poches de Anthony Precourt, qui était, c'est le cas de le dire, pas tellement aimé dans la communauté du Crew. Mais c'est ça. Il faut là que cette mobilisation citoyenne-là se poursuive, que le stade soit rempli, ce lien-là qui s'est créé entre le club et la communauté, comme je disais, donc qui perdure puis qui soit entretenu surtout constamment, bon an, mal an. Mais un propriétaire local qui connaît bien la ville, c'est vraiment une belle recette, je pense, pour le succès dans cette nouvelle MLS-là. Même si on fait un autre parallèle là, avec l'Impact, est-ce que l'Impact en serait ouillé sans Joey Saputo, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver? Non. Même dans une équipe comme Atlanta, où le propriétaire est vraiment plein d'argent, il est richissime, mais c'est un gars d'Atlanta qui connaît la ville, connaît les entreprises. Donc c'est vraiment une plus-value là, qui est vraiment nécessaire puis qui va ultimement servir le Crew.
Je pense que les partisans veulent une équipe gagnante, c'est sûr. Ils veulent une coupe, ils veulent des étoiles sur leur maillot, mais ils veulent quelque chose à quoi s'identifier, où ils se reconnaissent entre eux, ils reconnaissent leur communauté, ils reconnaissent leur ville, puis surtout où ils ont l'impression d'avoir une voix, d'avoir quelque chose à dire, de jouer un rôle. Je pense que c'est ce qui fait la beauté du sport professionnel, c'est que tu t'abandonnes complètement dans quelque chose qui est plus gros que toi, plus grand que toi, quelque chose que tu pourras jamais contrôler, mais dont, pour X raison, tu sens que tu en fais partie. Donc, c'est vraiment une belle leçon. Je pense que le mouvement Save the Crew a donné à tous les supporters de tous les types de sports. Je pense que c'est une belle histoire qui surtout mérite d'être racontée puis mérite de ne pas être oubliée. Puis félicitations à tous ceux qui ont participé de près ou de loin là, à ce que le crew demeure à Columbus. Puis je leur souhaite plusieurs belles années de foot devant eux. Je voulais aussi vous parler un peu là, de la Canadian Premier League. On se rapproche de plus en plus du lancement de la première année de cette ligue qui devrait avoir lieu donc au printemps 2019. Cette semaine avait lieu le premier repêchage de la Canadian Premier League dans les rangs universitaires canadiens. L'ordre de repêchage a été tiré au hasard pour cette première année, puis c'est Calgary qui a obtenu le premier choix. Il y avait seulement 3 rondes, donc 3 joueurs repêchés par chaque équipe. Et il y a seulement 2 joueurs issus des rangs universitaires québécois qui ont été repêchés. Il y a tout d'abord André Bonnat qui a été repêché par Halifax, c'est lui qui évolue avec l'UQAM, et Aboubakar Sissoko qui a été repêché par Hamilton. Sissoko qui vient d'ailleurs tout juste d'être sacré champion canadien avec les Carabins de l'Université Montréal. Je veux prendre d'ailleurs quelques instants pour féliciter toute l'équipe. Je me questionne aussi là sur bon, il y a juste 2 joueurs qui ont été repêchés. Il n'y a pas par exemple Frédéric Lajoie-Gravel qui a été nommé MVP des séries universitaire canadienne qui n'a pas été repêchée. Je pense là, que la Canadian Premier League, d'ailleurs, on est encore à essayer de déterminer toutes les règles puis tout comment la signature ou l'acquisition des joueurs va se faire. Mais j'ai l'impression que bon, certains joueurs étaient admissibles au repêchage, certains ne l'étaient pas. Je pense aussi à un joueur là, comme Omar Klein qui évolue pour les Carabins, qui est possiblement un des meneurs de jeu là, qui étaient les plus créatifs, les plus dominants dans tout le foot universitaire canadien cette année. Que ce gars-là n'a pas été repêché est réellement une surprise pour moi. Est-ce que ça implique que lui a des plans d'aller jouer ailleurs? Est-ce que plutôt il y a déjà une équipe qui l'a invité à un camp, qui lui a offert un contrat? Il y a plusieurs petites choses comme ça qu'on connaît pas totalement. On pourrait parler aussi là, des joueurs qui évoluaient l'an dernier dans la première ligue de soccer du Québec. On sait qu'il y a eu les Open Trials un peu partout à travers le Canada pour la Canadian Premier League. Mais bon, pour ces trials-là, les joueurs devaient payer pour s'y rendre, ce qui n'est pas nécessairement logique là, pour des joueurs qui évoluent déjà à un niveau semi-professionnel puis qui ont déjà passé pour la plupart là, par des académies professionnelles ou pas loin. Il y a certaines rumeurs qui disent que par exemple, les joueurs de l'AS Blainville comme Nazim Belgendouz ou Pierre-Rudolph Maillard se seraient déjà entendus avec des équipes de la CPL ou en tout cas feraient assurément le saut dans cette ligue-là l'an prochain. Donc ça, il y a certaines nuances là, à ce niveau-là qu'on attend encore de connaître. On attend surtout de déterminer les effectifs exacts de chacune des équipes. Ce que ça souligne encore, là, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas une équipe québécoise pour profiter de tous ces joueurs-là qui vont se trouver là, un club, comme je disais, là, à Halifax, à Hamilton, à Calgary. Mais bon, pendant ce temps-là, une possible ou une éventuelle équipe québécoise là, manque un peu son coup. Il sera toujours possible de rapatrier ces joueurs-là plus tard, mais c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, là, je vais vous tenir au courant, inquiétez-vous pas, dès qu'on va avoir plus de nouvelles là, sur la Canadian Premier League. En attendant, en terminant, je voulais juste vous faire mes petites prédictions pour les finales de conférence de la MLS. On sait que dans l'Ouest, c'est les Timbers de Portland, 5e au classement général de l'Ouest, là, mais qui ont réussi à éliminer les Sounders de Seattle et qui vont affronter donc le Sporting Kansas City, qui s'est difficilement défait du Real Salt Lake. Une équipe difficile, le Real Salt Lake, là. C'est pas le genre d'équipe que tu vas affronter en série, définitivement. Je vous rappelle pour ceux qui me suivent là, que moi j'avais prédit la victoire de la MLS Cup au Sporting Kansas City, donc ma prédiction est toujours vivante en ce moment. Je pense quand même que ça va être tout un duel là, entre SKC et Timbers Portland, d'autant que moi je vous le dis, là, outre l'impact, les Timbers c'est réellement mon équipe favorite dans cette ligue-là. Je pense qu'avec des joueurs comme Valérie, comme Blanco,
même avec le jeune attaquant là, Jérémy Ebobis qui s'est réellement très 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 bien joué puis qui a ce don de marquer dès qu'il y en a la moindre occasion. Je pense que c'est une belle équipe à avoir évolué. Et aussi avec Mabiala en défense, puis deux excellents latéraux en Villafania, Powell avec même Valentine sur le banc, un bon gardien en Jeff Atinella. Ils vont être très 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 difficiles à vaincre, surtout que c'est intimidant de jouer au Providence Park à Portland. Donc je pense que beaucoup va se jouer lors de ce premier match-là à Portland le 25 novembre, je crois. Mais je demeure avec ma prédiction là, de voir Kansas City l'emporter autant en finale de l'Ouest qu'en MLS Cup. De l'autre côté, ça va être aussi très intéressant avec les deux meilleures équipes de la saison régulière, les Red Bulls de New York face au Atlanta United. Le fait que le premier match se joue à Atlanta rend ça d'autant plus intéressant parce que j'ai l'impression là, qu'au niveau talent brut, Atlanta est définitivement supérieur. Au niveau peut-être schéma tactique, idée de jeu, on pourrait donner l'avantage aux Red Bulls de New York là, qui sont toujours très 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 solides à ces niveaux-là, qui ont la même identité depuis X nombre d'années malgré les changements de joueurs, malgré les changements de coach, ce qui est vraiment un bel exploit. C'est difficile de voir qui va réussir à s'en sortir. Je pense quand même qu'avec le départ de Tata Martino, le départ possible de Miguel Almiron, à la fin de cette saison, ça marque la fin, si on veut, du premier cycle georgien à Atlanta. Puis donc, en ce sens-là, je pense qu'ils vont vraiment avoir cette motivation-là supplémentaire là, de donner le petit coup puis d'aller chercher la qualification pour la finale. D'autant que les Red Bulls ont déjà remporté le Super Shields. Je sais pas si pour eux, c'est un accomplissement qui peut être qualifié de suffisant, mais bref. J'ai l'impression qu'on va voir Atlanta passer vers la finale, mais ça risque vraiment d'être un duel très 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 serré dont vous ne voudrez manquer aucune des 180 minutes de temps réglementaire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Prenez le temps là, de laisser un commentaire, même si c'est constructif. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Puis bon, je fais ça aussi pour qu'on ait un peu de feedback, pour créer des interactions. Donc voilà, je vous souhaite une belle finale de la MLS Cup et on se dit à la prochaine. Ciao. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu?